Ode à toi, vêtements centenaires ayant traversé les âges et les modes, afin d'embraser le monde de ton éternel incendie de cool. Toi qui réponds au doux nom de Sweat et qui... Sweet. On dit sweet. Tout le monde dit sweet. Je vois pas pourquoi toi tu dirais sweat. Non, parce que sweat en anglais ça veut dire sueur. Et du coup ça voudrait dire que... Le sweat est une pièce de haut portée par les étudiants américains dans les années 30, pour éviter d'avoir froid avant, pendant et après un effort sportif. C'est donc un vêtement inventé dans un but pratique et on va voir que tout son design en découle. Alors ça c'est sweat. Alors franchement, je vais pas te mentir, tu me dégoûtes. Le sweat arrive comme une solution miracle pour remplacer un chandail lourd en laine vierge que les sportifs portaient et qui leur donnait la très agréable sensation d'être enveloppés dans un nuage de laine de verre et de fourmis rouges. Seulement voilà, la paternité de cette pièce est discutée. D'un côté, Benny Russell, fier gaillard jouant dans l'équipe de football de l'université de l'Alabama, mais aussi jeune homme à la peau sensible, rentre un soir en 1926 et supplie Daddy, les larmes plein les yeux, la goutte au nez, de trouver une solution pour le débarrasser de ce chandail qui lui pique la peau. Et Daddy, dirigeant de la Russell Manufacturing Company, confectionne des sous-vêtements pour femmes et enfants. Il planche sur le sujet, et il a une idée folle. Inventer un haut sans col, en jersey de coton, dont l'intérieur serait un molleton, comme une serviette de bain. Et le tout premier sweatshirt est produit en 1930. Et Benny sèche ses larmes, retrouve la joie de vivre et va retrouver ses coéquipiers et tout le monde se dit « Damn, encore une victoire pour l'Alabama !»« Ah oui, mais passez vite !» disent les frères Feinblum. Le sweatshirt, c'est pas la Russell Manufacturing Company, non monsieur, c'est la Knickerbocker Knitting Company. Et c'est pas facile à dire. Et la Knickerbocker Knitting Company, plus connue sous le nom de Champion, nom qu'elle prendra dans les années 30, est à l'origine d'un molleton de coton qu'on appelle reverse weave. En français, tissage inversé. En fait, la maille est tricotée de biais et non la verticale, pour éviter que les vêtements rétrécissent. Ce qui est plutôt habile quand on pense que c'est un vêtement qu'on lave beaucoup. Cette technique est née en 1919, soit il y a 100 ans. On lui souhaite un joyeux anniversaire? Arrête! Et Champion est à l'origine du hoodie, dont on habillait les joueurs remplaçants. Bref, pour moi, les frères Champion ont inventé la matière, et le père de Benny Russell, la forme du sweatshirt. Ce qui m'amène tout naturellement à passer à l'autopsie du sweatshirt. Comment? Au début, il avait un col rond, ou crew neck en anglais, mais on pouvait le trouver également dans les années 20-30 avec un col roulé. Si, je vous jure. Bien sûr, un sweatshirt ne serait rien sans les bords côtes, ici et là, et également là, histoire d'avoir chaud. Bien sûr, dans l'ADN du sweatshirt, on trouve également ce V ici qu'on peut avoir derrière également, et qui permet de conserver le stretch, mais également d'absorber la transpiration. Charmant. Même si les coupes avec le temps ont beaucoup varié, à l'origine, elle était boxy, c'est-à-dire courte et assez large. À l'origine, la ligne d'épaule est classique, avec cette couture que l'on retrouve ici. Mais chez Levi's notamment, on retrouve les saddle sleeves avec la couture qui suit la clavicule. Le modèle est appelé Bay Meadows. Allez savoir pourquoi. Un peu plus tard, chez Champion, en 1934, on retrouve les manches raglan. En ce qui concerne la matière, on retrouve dans les années 20 des sweatshirts tout en laine. Et puis on a du coton devant, de la laine derrière, et puis pour finir, tout en coton. Avant 1950, la technique utilisée pour tricoter est le loop wheel tubulaire. Loop wheel, c'est pour désigner les petites boucles sur l'envers qui servent à absorber la transpiration. Tubulaire, ça veut dire que le sweat est dépourvu de couture latérale pour éviter les frottements. Cette technique est permise par les loop wheeling machines datant des années 20, qui sont d'une extrême lenteur, avec un rendement de 8 à 9 sweatshirts par jour. Lent, mais donnant des produits avec un supplément d'âme. On a aussi bien sûr le reverse weave de Champion. Et parce que c'est pas avec 8 sweatshirts par jour qu'on va faire fortune, apparaît plus tard le loop back, tubulaire ou non, fait grâce à des machines plus rapides. Au-delà de ces techniques, le molleton est utilisé pour recevoir deux finitions, une finition French Terry, genre serviette de bain, ou une finition fleece ou polaire. Et c'était l'autopsie du sweat, qui n'a d'ailleurs que très peu varié dans sa forme originale. J'ai une question. Oh non. Comment un vêtement conçu pour transpirer dedans est devenu aussi cool? Une question qui me tient éveillé la nuit. Ah oui? Non. C'est vrai que jusque dans les années 60, le sweat c'est pour les équipes de football universitaires, les joueurs de baseball et les militaires US lors de leurs entraînements. Non, ça ne répond pas à ma question. Champion. Merci. Non. C'est grâce à Champion que le sweat est devenu vraiment cool, parce que la marque a eu l'idée de floquer les sweatshirts. Ah! Bref, le flocage a rendu le sweatshirt encore plus populaire, car on pouvait le personnaliser. C'est devenu un vêtement identitaire, symbole d'appartenance à un groupe, et a aidé la société à se construire. Ça ne vous rappelle rien? Non. La M65. Mais oui, bien sûr. Et ce n'est pas la seule similitude, puisque le sweatshirt s'est imposé grâce à ceux qui l'ont porté. JFK, avec ses vibrations Ivy en vacances, quelques stars de cinéma, Paul Newman, Steve McQueen, ou encore le très populaire Mohamed Ali. Également, on le voit à capuche sur les épaules de Rocky en 76.
du Prince Charles en 77. Bref, des gens de tous les âges et de tous les milieux. Dans sa version Woody, il est récupéré par le streetwear, les graffeurs, le hip-hop dans les années 80 et 90. Et la mode s'en empare ensuite pour le décliner en un produit hype. Parce que dans l'histoire vestimentaire, les vêtements qui durent sont ceux qui sont nés d'un besoin. Ce qui est pratique est utile et ce qui est utile perdure. Et non mermol. Non, parce que t'as dit perdure. Toi, je vais t'arracher les yeux, toi. Et c'est d'ailleurs, si vous me posez la question, une des caractéristiques partagées par tous les vêtements iconiques, d'être pratique. Il doit répondre à un besoin, sa forme doit être dictée par lui, et aucun autre produit ne peut se substituer à lui. Et voilà mes petits écureuils, c'était la stupéfiante histoire du légendaire sweatshirt. En attendant le prochain épisode de Viral la semaine prochaine, je vous laisse avec cette photo d'Albert Einstein en sweat. Attends, j'avais de la salade entre les dents ?